Bonjour, bonjour et bienvenue, bonjour. Welcome, welcome to Paris, welcome to e-marketing Paris. C'est la 3e journée et la meilleure, je pense. En tout cas, c'est toujours ce qu'on dit, mais là, c'est effectivement, on a un programme de choix. Nous avons aussi dans la salle beaucoup de monde ce matin. Donc, je vous invite, si vous voulez, à rentrer. Il y a encore 2 sièges ici. Vous pouvez un petit peu avancer. Je vous invite, pour ceux qui sont très légers, à partager une chaise. Peut-être qu'on pourra s'installer plus facilement comme ça. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus pour ce plateau de choix que vous allez découvrir. Nous avons aussi dans la salle beaucoup de personnes très influentes et je suis ravie de les accueillir, de voir des journalistes, des influenceurs, auteurs de livres comme Camille Jourdain, le nouveau livre sur l'influence marketing que vous trouverez au D4, et également des gens qui sont parmi vous, des directeurs marketing, directeurs du digital, directrices également de l'innovation. Et nous sommes ravis de vous avoir ici puisque e-marketing Paris, c'est d'abord une communauté. Au-delà des conférences, je vous invite également à aller voir les exposants et d'aller participer à des ateliers pratiques. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Parmi les speakers ce matin, ce sont des personnes que vous ne voyez pas souvent parce qu'ils sont très sollicités par leur travail, bien sûr, par leur mission, mais ils ont tous des visions très intéressantes et ils sont venus exceptionnellement les partager avec nous. Donc, nous sommes ravis de les avoir. Avant de commencer, je vais vous proposer, effectivement, je vois déjà plusieurs personnes qui sont en train de tweeter ou de prendre des photos. N'hésitez pas à utiliser le hashtag EMKTP 2019, qui est effectivement le hashtag du salon. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les verbatims et pour retrouver également le bon contenu qu'on partage ensemble ce matin. Qui est ici pour la première fois au salon e-marketing pour la première fois? Levez la main. Eh bien, très bien. Merci à toutes ces personnes. Et ceux qui sont à côté d'elles, je vous propose tout de suite de les saluer et de leur serrer la main, de leur dire un petit bonjour et welcome to e-marketing Paris. On se dit bonjour, et on se présente, on dit welcome, on se dit qu'est-ce qu'on fait ici? OK? C'est important, c'est aussi un network, c'est pas simplement pour rester à prendre de l'information. N'hésitez pas à discuter avec les personnes qui sont autour de vous. Je suis sûre que vous ferez des bons contacts et vous apprendrez plein de choses. Sans plus tarder, je vais appeler notre premier speaker. Et c'est une speakeuse, puisque c'est la directrice marketing de Parc Astérix. Ça y est, ça marche plus? Ça y est. Karine Moral, qui est directrice marketing de Parc Astérix, et que je vous demande d'applaudir. Parc Astérix innove énormément et c'est pour ça que nous avons souhaité l'avoir sur cette table ronde. Et c'est une grande fierté qu'elle soit avec nous et qu'elle participe à cette table ronde. Ensuite, je vais vous demander d'accueillir Bertrand Cosarolo, qui est directeur adjoint client distribution marketing de la Société Générale. Sous vos applaudissements, bonjour Bertrand. Et bien sûr, Florence Estra, qui est directrice du marketing digital de Air France. Sous vos applaudissements également. Air France, qui est notre marque, tu peux t'installer au milieu, notre marque fétiche et qui innove énormément. Vous verrez tout à l'heure, elle a préparé des slides qui détonnent et qui boostent. C'est très bien. Ensuite, nous avons notre dernier speaker qui est Rodolphe Pachot, qui est directeur e-marketing de Alliance, un produit digital. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup Rodolphe de nous avoir fait le plaisir de venir avec nous partager toutes ces informations. Et enfin, j'ai demandé à Olivier Laborde, qui est l'auteur de Innover ou disparaître, de venir animer cette table ronde. Je vous demande de l'accueillir également. Olivier, merci beaucoup d'être présent. Merci Cécile. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de Rex qui devraient tous vous inspirer. Alors les 3 axes principaux du salon sont un e-marketing qui rend le consommateur plus smart. C'est aussi un e-marketing plus responsable qui utilise les réseaux sociaux for good.
Un e-marketing exclusif qui innove. Et notre table ronde traitera en majeur de ce troisième axe sur l'innovation. Bien sûr, aujourd'hui, qui se nourrit beaucoup de la data. Quand on parle innovation aujourd'hui, voire marketing, résonne assez vite la technologie. On parle de réalité virtuelle, de drones, de chatbots, d'intelligence artificielle. Nous essaierons pendant ces prochaines minutes de savoir quelles innovations sont à inclure de toute urgence dans notre dispositif marketing. Alors, nos grands témoins, que je remercie très sincèrement, nous éclaireront notamment sur 3 points. On parle de technologie et d'innovation, mais il y a toujours le fameux dilemme entre le techno-push et le market pull. Comment, face à ce déluge finalement de technologie et d'innovation, ces grandes organisations les appréhendent et s'organisent pour bien les délivrer en time to market? Et le cœur du sujet sera, c'est quoi les expérimentations, les innovations qu'ils ont mises en place aujourd'hui et leur vision également pour demain. En transverse, ils nous diront comment la data rend leur marketing et leurs clients plus smart. Voilà pour la table ronde et on va démarrer sans plus tarder par une première question. Donc, ça sera même pas une question, ça sera de la présentation que Cécile a faite, mais peut-être que Karine peut dire quelques mots sur elle. Bonjour à tous, donc je suis Karine Moral, directrice marketing du parc Astérix, donc en charge de toute la communication B2C, B2B et stratégie digitale. Bertrand. Donc Bertrand Cosarolo, je travaille à la banque de détail donc de la Société Générale, celle que vous connaissez avec toutes nos agences sur le territoire, et donc je m'occupe des sujets de digital, de marketing et de distribution en général, donc du réseau et des différents canaux dont le digital. Bonjour à tous, Florence Estra, donc je suis directrice du marketing digital d'Air France. Au digital chez Air France, on innove pour nos clients. Mon rôle plus spécifiquement, c'est de contribuer à développer les ventes en ligne d'Air France. On est un e-commerçant important avec 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en ligne, et de renforcer la présence d'Air France sur les plateformes sociales et conversationnelles pour accompagner nos clients où qu'ils soient. Bonjour, Rodolphe Pachot. Donc moi, je suis en charge du e-marketing chez Allianz France. Ce qu'est le e-marketing chez Allianz France, on va dire que c'est l'ensemble du lead management, client-prospect, donc toutes les campagnes clients, ainsi que le site et son modèle cross-canal est donc pour nous essentiellement orienté vers du web to store et donc orienter des flux digitaux vers des canaux physiques et nos agents généraux en particulier. Merci à vous 4 encore sincèrement d'avoir accepté de témoigner. Ce sera très précieux, je suis sûr, pour l'ensemble des participants. Sans plus tarder, Florence, dans le sous-titre de la table ronde, il y a beaucoup de technologies, drones, intelligence artificielle, voice recognition. Comment une compagnie comme Air France s'organise pour appréhender un petit peu tout ce déluge de technologies? Alors, Air France a fêté ses 85 ans, mais ce n'est pas une vieille dame. L'innovation est partout, dans tous les métiers, que ce soit à la maintenance, qui utilise d'ailleurs les drones, par exemple, pour la maintenance aéronautique. Dans tous les métiers d'Air France, on innove, et en particulier au digital. Donc le digital est tourné sur l'innovation pour nos clients, pour simplifier la vie du client, fluidifier son parcours également. Et donc le digital, c'est une direction Air France KLM, donc on a la chance de faire partie d'un groupe et donc de pouvoir faire jouer l'effet groupe en termes de partage de bonnes pratiques, en termes de synergie également. Donc on a des équipes qui sont basées à Paris et à Amsterdam, qui travaillent évidemment en mode agile. On mixe des compétences internes, des développements internes et des compétences externes avec des startups.
Donc ça, c'est sur la partie organisation, mais sur l'approche, surtout, ce qui est important, c'est toutes les innovations viennent nourrir notre stratégie client, qui peut se résumer en 2 mots, Customer Intimacy. Donc nous voulons être là où sont nos clients et personnaliser la relation avec eux. Alors être là où sont nos clients, eh bien nous sommes un acteur international. Si tu peux revenir sur la slide d'avant, si je vais prendre la zapette. Voilà, merci. Donc on est un acteur international, donc 4,2 milliards de ventes en ligne. C'est un billet vendu chaque seconde. On est présent sur 135 marchés. On est présent sur 13 plateformes sociales et conversationnelles. Et donc, toutes les innovations sont, je dirais, pour l'ensemble de nos clients, où qu'ils soient. Et puis, toutes les innovations sont aussi tournées vers la personnalisation de la relation client. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est une attente forte des clients. La personnalisation, c'est l'enjeu de toutes les marques, évidemment, mais en particulier dans le travel. On sait que 90% des clients attendent une relation personnalisée. Donc, tout tourne autour de la personnalisation pour nos clients. On y reviendra avec les différents exemples. Mais justement, comment on s'organise pour personnaliser la relation client? Eh bien, on a créé, on a besoin de data, évidemment, qui dit personnalisation dit data. Nous avons créé un big data interne à Air France KLM, il y a déjà quelques années, qui regroupe les données utiles de nos 100 millions de clients et ces data utiles sont distribuées en temps réel à tous les points de contact. Notamment, à nos personnels à l'aéroport et à bord également, qui sont tous munis de tablettes. Donc il y a plus de 25 000 tablettes. Et donc ces personnels qui sont en contact avec les clients reçoivent les datas utiles des clients pour connaître leurs préférences, pour savoir leur historique de voyage aussi. Et donc, la data, finalement, est un outil d'empowerment pour aller un cran plus loin dans la personnalisation de la relation client. Voilà. Merci. Bertrand, même question. Comment la Société Générale est organisée pour appréhender toutes ces innovations ? D'abord, la façon dont on voit les innovations, alors elles peuvent être source de nouveaux business ou d'opportunités, mais l'objectif principal, c'est de se saisir des nouvelles technologies, des innovations pour, à la base, améliorer l'expérience client. La problématique que nous avons et qui est commune à la plupart, je pense, des entreprises de services, c'est comment je délivre la meilleure expérience client possible à des conditions de rentabilité acceptables pour nous. Donc c'est le point de départ, c'est quels sont les irritants clients aujourd'hui et donc comment on y répond de la manière la plus efficiente. Dans un contexte, et ces irritants, on les connaît, c'est des délais de réponse ou de traitement qui sont, je dirais, vus comme trop longs. Le fait que les clients, de plus en plus, sont réticents à venir se déplacer ils sont disposés à venir dans une agence bancaire rencontrer leurs conseillers pour des moments importants, pour recevoir du conseil, mais pas pour régler des formalités. Donc voilà, c'est cet ensemble, je dirais, d'attentes clients qu'on essaie d'adresser. Et c'est là qu'on va aller chercher les solutions qui permettent de réduire ces irritants. Dans un contexte où, par ailleurs, nous-mêmes, on a des obligations réglementaires qui fait qu'on sollicite de plus en plus nos clients pour leur demander différents documents. Et donc, pour réduire un peu cette tension entre la nécessité d'interpeller nos clients, de leur demander de plus en plus de documents, de pièces d'identité, de justificatifs, que sais-je, et le fait que les clients sont de moins en moins appétents à le faire finalement, eh bien on fait appel à des technologies. Et ces technologies, finalement, comment on s'organise pour aller les capter, ces innovations? Je dirais, typiquement, on a c'est un tripode. On a les équipes métiers qui travaillent au quotidien sur les parcours clients, sur l'expérience client qui sont déjà en prise avec l'écosystème. On a les équipes informatiques qui elles-mêmes connaissent un certain nombre de solutions. Et puis on a des équipes d'innovation qui sont à la fois dans les business units et au niveau du groupe et qui sont ouvertes sur l'écosystème et qui nous permettent aussi, dans l'ensemble des solutions qui peuvent exister, on a un certain nombre de startups aussi qui travaillent pour nous, de détecter celles qui sont les plus à la pointe, celles qui sont les plus costauds, qui peuvent nous accompagner. Quand on s'appelle Société Générale, on a besoin de partenaires qui soient fiables aussi. Donc quand on va chercher des solutions technologiques, on a besoin de robustesse. Et voilà, l'organisation nous permet finalement d'aller sourcer des solutions capables de passer à l'échelle et capables d'apporter la meilleure expérience client. Merci.
Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui était organisation, comment s'organiser. Finalement, je le disais dans l'introduction, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de customer-centric. Donc Karine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus entre ce fameux dilemme qui est la technologie push ou market pull? Comment se positionne en fait le parc Astérix? Alors, tout d'abord, de manière un petit peu générale, l'innovation, c'est la rencontre de, à mon avis, 4 éléments. Donc la technologie, ce qui va rendre possible les idées nouvelles, c'est ce qui va différencier innovation et science-fiction. Le business, ça vient servir des objectifs de business ou à minima d'image. Les usages, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse anticiper ou à minima suivre les usages des clients. Et enfin, c'est quand même avoir une certaine vision, intuition pour servir au mieux les gens. Et après, nous, Parc Astérix, je pense un peu comme tout le monde, l'innovation, elle vient avant tout au service de l'expérience client. Et nous, on la traite à différentes étapes du parcours client, c'est-à-dire avant sa visite, pendant sa visite et après sa visite. Donc avant sa visite, on va le gérer notamment via notre site web. On va mettre en place certaines choses dessus qui vont servir nos visiteurs. On a le pendant la visite où là, on va davantage utiliser l'application mobile et le chatbot, et on va reparler du chatbot à Parc Astérix juste après. Et ensuite, tout ce qui va concerner le post-visite. Donc là, on a tout un système de gestion des avis visiteurs sur le site web. On a toute une gestion aussi du partage de contenu, de tout ce qui se passe chez nous et qu'on va essayer de viraliser au maximum pour favoriser la recommandation. Donc voilà, je dirais que l'objectif, c'est avant tout la très grande satisfaction, et donc on va mettre tout en œuvre. L'innovation, elle va être là pour répondre à ces attentes de très grande satisfaction client. Très bien, donc plutôt market pull. Rodolphe, sur la même question, donc market pull, techno push? Je dirais un peu les deux. Si on revient à la base sur l'innovation, et je dirais encore plus en assurance, l'innovation intervient sur les marchés qui sont saturés. Qu'on soit bien clair, on ne fait pas de l'innovation pour l'innovation, on le distingue très bien de l'invention. Et c'est un levier majeur, clairement, de différenciation dans une posture marketing. Donc l'innovation est un levier de survie sur les marchés saturés, dans le but, encore une fois, tant de servir, comme le disaient mes collègues, une expérience client, que de répondre également à des enjeux internes de réduction des coûts, d'augmentation de la productivité, et de par toutes les innovations digitales autour de la data et de l'industrialisation, de permettre de concentrer, je dirais, les cerveaux de l'entreprise sur la valeur ajoutée plus que sur la tâche manuelle. Ensuite, pour nous, l'enjeu chez Allianz, clairement, les assureurs, en général, ont peu d'interactions avec leurs clients, ce qui est un vrai problème, contrairement aux banquiers, qui sont nos principaux concurrents, disons-le, soyons clairs. On a besoin d'interaction, et donc on a besoin d'être présent en avant-vente, en vente et en après-vente, en offrant la meilleure expérience. Et si on cherche à se dire expérience, qu'est-ce que c'est que l'expérience? C'est de la matérialiser un peu. Qu'est-ce que c'est au final l'expérience? On peut la résumer à 2 composantes. La réduction de l'effort, et c'est en ça que l'innovation et le digital nous apportent beaucoup, c'est la réduction de l'effort. Nous sommes humains, nous sommes de base un peu feignants, et donc plus on va réduire l'effort, plus on va vivre une expérience positive. Et la deuxième chose pour une marque, c'est de générer un étonnement. Donc, bien évidemment positif, mais qu'on réussisse à générer cet étonnement. Et pour ça, on a un enjeu majeur à travers l'innovation. Donc, comme je le disais, c'est l'innovation pour nous, assureurs, c'est à la croisée des chemins entre l'expérience et la profitabilité. Pour vous donner un exemple, typiquement, l'assurance au kilomètre, que certains probablement d'entre vous disposent déjà. Pour l'assurance au kilomètre, avant, fallait faire son relevé kilométrique, prendre rendez-vous dans un garage, aller faire le relevé kilométrique dans un garage. Aujourd'hui, vous prenez une photo avec une apps, horodatée de vos compteurs kilométriques, sans avoir besoin de vous déplacer, sans prendre rendez-vous. Donc vous imaginez les gains en expérience pour le client et les gains également en expérience, en réduction de coûts, pardon, pour l'entreprise. Voilà, un simple exemple, mais qui arrive à la croisée des chemins. Tout à fait. Florence, donc au-delà des organisations et des approches, on va rentrer dans le cœur de la table ronde. Donc au niveau des innovations, est-ce que vous auriez quelques innovations à partager? Alors, la première dont j'ai envie de parler, c'est pas la plus futuriste, mais c'est celle qui apporte énormément de valeur à nos clients.
Tu parlais du fait qu'il faut simplifier la vie du client et leur redonner du temps. Eh bien, tout ce que l'on fait sur l'application Air France, qui est vraiment positionnée comme le compagnon de voyage, est là pour accompagner les clients tout au long de leur parcours et leur faciliter la vie. Concrètement, alors je ne sais pas si on a une slide là-dessus, je crois que c'est vraiment après, bon, c'est pas grave. Concrètement, c'est pas l'application, j'en parlerai après ça. On a investi beaucoup sur la géolocalisation, par exemple, qui permet en temps réel d'indiquer au client pendant son parcours à l'aéroport le temps qu'il va lui falloir pour atteindre sa porte d'embarquement. En prenant en compte les flux et les temps d'attente au poste de sécurité, par exemple. Donc ça apporte une vraie valeur client, ça permet de le rassurer. Les clients peuvent aussi télécharger, ou plutôt apparaissent sur le fil de l'app, les plans aéroports. Donc ça, c'est vraiment des exemples d'innovation plus basées sur la géoloc, mais qui vraiment permettent d'apporter de la fluidité dans le parcours. Et puis, autres innovations, alors on parle beaucoup de chatbots. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas tant les chatbots, c'est plutôt la meilleure combinaison possible entre l'humain et l'intelligence artificielle. C'est vraiment ça notre parti pris. Alors, plusieurs cas d'usage là-dessus. Nous, on a développé... alors déjà, le contexte, pardon, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on fait sur la relation client sur les médias sociaux. Donc, on est une marque globale, on est présent sur 130 marchés, 13 plateformes sociales et conversationnelles. Mais on a donc une stratégie omnicanale, puisqu'on veut être là où sont nos clients. Et donc, le contexte, c'est que chaque jour, il y a en moyenne 8000 messages par jour, 8000 demandes de services par jour qui émanent des clients vis-à-vis d'Air France. Et ça, c'est une moyenne qui cache de grandes disparités. Un jour de tempête ou de neige à CDG, ça peut aller jusqu'à 12 ou 14 000. Donc, comment faire pour gérer ces volumes qui sont exponentiels, c'est plus 80% par rapport à l'année d'avant. Donc, on a des volumes en forte croissance parce que les clients veulent nous contacter. Ils attendent aussi du temps réel. C'est le deuxième élément de contexte. Les clients sont de plus en plus impatients. On sait que 88% des clients attendent une réponse quasi en temps réel quand ils sollicitent une marque sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est notre contexte. Comment faire pour satisfaire nos clients, leur répondre rapidement et gérer ces volumes de messages qui sont croissants sur les médias sociaux. Bon, la réponse, c'est d'investir sur l'intelligence artificielle et en particulier sur les chatbots. Donc on a un chatbot qui s'appelle Louis, avec qui vous pouvez interagir sur le compte Air France Messenger. C'est le premier point de contact qui répond aux besoins d'instantanéité des clients. Donc, les premiers cas d'usage pour Louis, on l'a lancé il y a déjà 2 ans. Donc, les premiers cas d'usage, ça a été de répondre aux questions sur les bagages, parce que ça fait partie des questions les plus fréquemment posées. Et puis, Louis a grandi et est maintenant capable de répondre à beaucoup d'autres questions, compte Flying Blue, questions sur ma réservation, etc. etc. Pour nous, le facteur clé de succès, c'est vraiment qu'à tout moment, le client peut choisir de converser avec un conseiller. Nous avons 220 conseillers médias sociaux partout dans le monde qui répondent à nos clients en 9 langues. Et donc, le conseiller peut reprendre la main à tout moment et répondre. Il a l'historique de la conversation et il peut répondre de façon personnalisée au client. Donc, Louis, c'est vraiment le chatbot, c'est vraiment le premier niveau d'intention qui permet au conseiller de se focaliser sur des questions plus complexes ou sur les moments clés de la relation client. Et puis ces conseillers, ils sont aussi dotés d'une solution d'intelligence artificielle qui comprend les questions des clients et qui leur prompte une réponse. Charge à eux de l'amender ou de la valider. Ça fait gagner du temps. Et aujourd'hui, on a à peu près 56% des réponses, des interactions sur les médias sociaux qui sont aidées par une IA.
Mais l'humain est toujours au centre, de la relation client. Et c'est bien ça, toute notre stratégie chez Air France. Donc c'est cette complémentarité entre humain et IA. Tu veux que je dise 2 mots sur Lucie? Oui, sur Lucie, vas-y. Okay. Et donc, on a un autre chatbot qui s'appelle Lucie, c'est la petite sœur de Louis, on va dire, qui est moins dans le... Donc, Louis, c'est vraiment le service au client à tous les moments du voyage. Lucie, on est plus en amont, on va dire, dans l'inspiration au voyage. On sait que 80% des clients qui préparent des vacances ou un week-end ont besoin d'être inspirés pour leur prochaine destination. Et donc, on a créé ce chatbot Lucie, qui est un guide de voyage virtuel. On a un guide de voyage Travel by Air France avec une mine d'informations et donc on peut converser avec Lucie, avec des emojis. Il y avait une petite démo, je ne sais pas si elle est passée, qui permet d'être inspiré pour sa prochaine destination. Voilà. Oui, Merci. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques petits détails de fabrication, des petits secrets, c'est-à-dire on fait un projet de chatbot, je pense que la salle sera intéressée de savoir c'est combien de mois, ça coûte combien? Alors, au début, on est parti, on a travaillé avec des compétences externes et puis on a travaillé avec The Chatbot Factory et puis on a internalisé petit à petit tout ça. Donc, c'est généralement notre approche. On teste des nouvelles technos, on teste des innovations avec des gens qui ont la compétence, qui ont la connaissance. Puis, si ça marche et si on voit qu'il y a de la valeur, on internalise après. Donc, on internalise, ce qui permet aussi d'avoir notre chatbot Louis sur l'ensemble des points de contact. Aujourd'hui, il est sur Messenger, il a vocation effectivement à être partout. Ça permet aussi de le plugger à nos systèmes internes via des API. Par exemple, Louis est capable de répondre à des questions sur où est mon bagage, dans 99% des cas, le bagage est bien à l'arrivée, mais si dans le 1% des cas, les clients ont besoin d'être rassurés. Donc, il est plugué à nos API en interne, ce qui lui permet de donner une information en temps réel et pertinente aux clients. Très bien. Je repose la question. Combien ça coûte? Si tu peux donner une enveloppe, sinon non. Et non, combien de temps ça peut prendre? Ça a été assez rapide parce qu'on a fait, je dirais, justement appel à une expertise du marché pour apprendre. Ensuite, il a fallu l'entraîner. Donc, on a travaillé avec nos conseillers en call center pour entraîner Louis. Donc, il y a eu un MVP, je dirais, sur 2-3 mois. Et puis, on l'a rendu accessible. On l'a beaucoup utilisé aussi en interne pour qu'il apprenne, puisque c'est basé sur la NLP, donc il a besoin d'apprendre. Et puis je dirais que on l'a entraîné à l'été 2017 et il a été mis en place et ouvert aux clients en novembre 2017 sur le cas d'usage des bagages. Et puis, depuis, encore une fois, il s'est beaucoup amélioré, il a étendu son champ de compétences, et il est capable de répondre à des questions qui sont aussi des questions fréquentes qu'ont les clients sur les réseaux sociaux ou en call center, comme mot de passe Flying Blue perdu, par exemple. Et donc, il répond à ce type de questions. Donc, je dirais 2-3 mois pour vraiment l'entraîner sur un use case identifié, et puis après il grandit petit à petit et il est capable de répondre à de plus en plus de questions. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas que le chatbot, l'humain est derrière, les conseillers réseaux sociaux sont derrière, nos clients ont besoin d'avoir une réponse rapide, mais ils ont souvent aussi besoin d'être rassurés, ils ont des questions qui sont plus complexes et qui sont traitées par nos conseillers médias sociaux. Et je précise... un KPI intéressant, c'est que depuis qu'on a mis en place cette stratégie
humain plus IA. On a gagné en temps de réponse, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et on a donc gagné en satisfaction également. On a un NPS qui a gagné plus 10 points sur ce qu'on appelle chez nous le social servicing, c'est-à-dire la relation client sur les réseaux sociaux. Donc cette combinaison humain plus IA est vraiment payante et satisfaisante pour nos clients. Merci beaucoup pour tous ces détails. Karine, je crois que vous allez parler également de chatbot Parc Astérix. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a aussi lancé notre chatbot en juin 2018, donc l'année dernière. Donc, à ton service. L'objectif, c'était de créer un nouveau point de contact avec nos clients, enfin avec nos visiteurs, et aussi d'homogénéiser le discours, en fait, le discours, notamment des réponses apportées aux visiteurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tout un tas de façons de répondre aux clients selon le canal, et ça nous a permis, tout le travail de préparation d'À ton service nous a permis d'homogénéiser nos discours. Donc ça a été, si on veut parler de la question de temps, en fait, donc nous aussi on a externalisé avec une agence qui s'appelle Social Client, et ça nous a pris à peu près 11 mois, on va dire, avec aussi un rodage de 3 mois, une fois que le parc était ouvert, d'avril à juin, avant d'officiellement le lancer au mois de juin. On peut peut-être le découvrir en vidéo et puis j'en reparlerai après. Bonjour, je suis à ton service, le chatbot qui va t'aider à passer une journée inoubliable au parc Astérix. Tu veux savoir comment? Suis-moi. Retrouve-moi sur la page Facebook du parc Astérix, sur Messenger ou sur le site internet parcastérix.fr. Je répondrai à tes questions et t'accompagnerai pour rendre ton aventure mémorable, de sa préparation jusqu'à ta visite sur le parc. Tu souhaites savoir comment rejoindre le parc sans que le ciel ne te tombe sur la tête? Ou encore comment réserver ton billet? Je suis là pour t'aider. Une fois dans le parc, je peux même te montrer le chemin le plus court pour te faire arroser au grand splash. Te dire si tes petits Gaulois sont assez grands pour affronter les sensations d'Osiris. Et t'indiquer tous les temps d'attente des attractions et les horaires des spectacles. Enfin, lorsque ta journée est finie, je peux t'indiquer comment rentrer chez toi. Et pour m'améliorer, n'hésite pas à me laisser ton avis. Parce que je suis à ton service, je suis à ta disposition à tout moment. Et si tu es à court d'idées, compte sur moi pour te conseiller d'autres activités, et bien plus encore. À très vite au parc Astérix. Donc voilà, en fait, l'objectif, c'était qu'il devienne un peu le nouveau compagnon loisir du parc pour nos visiteurs. Donc il fallait que ça reste cohérent avec notre ADN, notre image, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé à ton service. Après, il y a 2 briques dans ce chatbot. Il y a vraiment une brique parcours qui est plus sur de la préparation de visite, et puis toute la partie intégration d'un moteur NLP. Et là, à ton service est capable de gérer plus de 230 intentions, donc c'est énorme. Et c'est pour ça que c'est aussi work in progress en permanence, qu'il faut tout le temps continuer à l'entraîner, à l'optimiser. Donc il y a vraiment cette notion de préparation de visite et cette notion d'optimisation de l'expérience sur site, où effectivement on va rendre certains services tels que fournir des temps d'attente en temps réel, pouvoir se géolocaliser, montrer le chemin d'accès d'un endroit à un autre, d'une attraction à une autre à nos visiteurs. Et ensuite, il y a toute la partie personnalisation, où en fonction de ce que nous donne comme information nos clients, on peut leur dire, voilà, vos enfants peuvent faire telle attraction parce qu'ils font telle taille, on peut vous conseiller un restaurant, on peut vous conseiller un type d'attraction, etc. Donc ça répond à plusieurs types d'usages. Et puis, comme on le disait avant, l'objectif, c'est aussi qu'il y ait une complémentarité entre nos différents canaux digitaux. Donc, on a effectivement à ton service qui est présent sur le site web, qui est présent sur Messenger, Facebook, mais on a une stratégie de ciblage qui est en place pour que, typiquement, on a du chat opérateur sur notre site web sur certaines typologies de pages, et on a ton service qui va être présent sur d'autres pages. Il n'a pas vocation à répondre aux mêmes choses, évidemment, qu'un opérateur qui va vous aider à acheter votre séjour, par exemple. Lui, il n'est pas là pour ça. Très bien, merci beaucoup.
Bertrand, bon, on a fait pas mal de chatbots. Est-ce que vous auriez d'autres choses à partager avec nous? Alors, il y a une vidéo. Est-ce que je lance la vidéo d'abord ou pas? Ça illustre peut-être un autre sujet dont on se parlera peut-être un petit peu plus tard, qui est la biométrie. Sur le sujet de chatbot, effectivement, enfin, pour une banque, enfin, chez Société Générale, on a à peu près 30 millions d'appels par an, une dizaine de millions de mails. Donc, je dirais, il y a une intensité considérable de relations clients. Et donc, depuis déjà après 2 ans, 2 ans et demi, la question en fait du traitement du sémantique est clé pour nous. Donc, on a commencé notamment par la messagerie, donc cette dizaine de millions de mails envoyés chaque année. Je dirais souvent sur des sujets qui en fait sur lesquels la réponse est relativement simple. Donc, on a une première étape qui est déjà en production où en fait on prépare des mails pour nos conseillers pour leur faciliter la réponse. Mais l'étape suivante, ça va être de dire finalement d'essayer de lire le mail et de proposer une réponse en direct ou de rediriger vers le site ou la page de self-care qui va permettre au client de solutionner tout seul son problème immédiatement. Donc ça, c'est une première voie qu'on a explorée déjà depuis 2 bonnes années. Et puis en parallèle, effectivement, on s'est testé sur le sujet du chatbot. Donc on a fait un chatbot expérimental en 2018, à peu près en 6 mois, et on s'est testé sur aussi un chatbot qui allait, je dirais, non pas répondre à des questions génériques, mais s'intégrer aussi d'un point de vue informatique avec les comptes du client et être capable de répondre à des questions personnalisées sur la situation bancaire du client. Ça nous a permis également de voir que finalement, ce chatbot, on a ce qu'on appelle une appli lab. Donc dans l'App Store et sur Google Play, on a une deuxième appli ou une communauté de testeurs, enfin n'importe lequel de nos clients peut la télécharger, peut la tester, nous faire un feedback. Le feedback a été bon, donc ça nous a encouragé à se dire, bon, ok, le chatbot rencontre un certain succès vis-à-vis de nos testeurs, et donc on a pris la décision de l'étendre. Mais comme ça a déjà été dit, surtout dans un univers comme le nôtre où les problématiques vont de j'ai bloqué ma carte, qu'est-ce que je dois faire, à c'est quoi la fiscalité sur les successions. Enfin, donc on a un range extrêmement large de problématiques. On sait qu'un chatbot ne peut pas tout traiter, même si on y met beaucoup d'efforts pour avoir une base de connaissances extrêmement large. Et donc, toute la problématique pour nous, comme ça a été déjà dit, c'est d'insérer le chatbot dans des parcours clients où le chatbot n'est pas, lorsqu'il arrive au bout de ses capacités, passe le relais à un conseiller du service client. Très bien. On passe à la biométrie ? Oui, absolument. Donc, ça fait partie des Voici sujets. Julie, une jeune femme dynamique et assez occupée. Elle cherche une solution pratique et rapide pour ouvrir un compte bancaire sans avoir à se déplacer. En surfant sur Internet, elle découvre le nouveau parcours en ligne Société Générale. Ça a l'air plutôt facile. Elle décide de télécharger l'application Société Générale et se laisse guider. Après avoir saisi ses informations personnelles, Julie choisit l'offre la plus adaptée à ses besoins. Elle va maintenant enregistrer ses documents justificatifs, toujours avec son smartphone. Une simple photo de ces pièces justificatives suffit. Les documents qu'elle envoie sont contrôlés en temps réel. Julie va pouvoir maintenant entrer en contact avec un conseiller Société Générale. Elle pourrait aussi prendre rendez-vous plus tard, mais comme on vous l'a déjà dit, Julie est une femme pressée. Bonjour Julie. Bonjour. Je m'appelle Julien, je vais vous accompagner pour votre ouverture de compte. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'ouvre un compte en ligne. Vous pouvez me dire comment ça se passe ? Bien sûr, vous allez voir, c'est très simple. Tout d'abord, bienvenue chez Société Générale. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos nouveaux clients. Julien s'assure à présent de son identité. Quelques mouvements avec la tête, tout en restant bien en face du téléphone. Et le tour est joué. Il passe ensuite en revue les éléments de l'offre choisie par Julie au début de son parcours. Voilà, le contact est établi. Julie et son conseiller continuent à faire connaissance et échangent sur les services qui pourraient lui convenir. Après l'entretien, Julie reçoit son contrat via son application Société Générale. Il ne lui reste plus qu'à le signer avec son téléphone pour finaliser l'ouverture de son compte bancaire. Cerise sur le gâteau, elle n'a même pas besoin d'effectuer un dépôt initial pour recevoir son RIB. Alors,
comme je le disais dans mon propos à la première question, en fait, chaque fois, finalement, là, il y a 16 systèmes d'information différents, dont la plupart sont quand même assez innovants. Le sujet, c'est de dire c'est quoi le problème auquel on veut répondre. Et en l'occurrence, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on lance ce parcours en ligne, pour ouvrir un compte à distance en France, il fallait déjà avoir un compte. Or, donc on avait déjà un parcours qui existait, mais dans un cas sur deux, enfin un prospect sur deux qui finalement poussait la porte numérique de la Société Générale, on lui disait désolé, c'était donc un jeune qui voulait ouvrir un compte, on lui disait il faut que tu vas en agence parce qu'on n'est pas capable. Alors pourquoi on n'est pas capable? Parce que notamment le régulateur impose des contrôles complémentaires pour s'assurer de l'identité en ligne. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a introduit en fait un élément de biométrie. Donc, tout le sujet, c'était de dire on veut acquérir des pièces. Donc, il y a une dimension de déposer les pièces, les capturer, les contrôler en ligne, d'être capable d'échanger des documents, de contractualiser, donc avec de la signature électronique. Mais l'élément qui était particulièrement innovant ici, c'est donc la biométrie qui permet en fait de comparer la photo qui est sur la pièce d'identité dont on s'est assuré de la validité. Donc on va comparer la photo sur la pièce d'identité au visage du prospect et donc faire un matching entre les deux et dire ok, la pièce d'identité est la bonne, la personne qui est en face de l'écran c'est la même personne que sur la pièce d'identité et donc on peut valablement ouvrir un compte à ce prospect. Voilà, donc pour nous, ça a été un challenge, je dirais, considérable et c'est un parcours qu'on continue d'améliorer pour le rendre plus fluide. L'idée derrière, c'est pas de faire des prouesses technologiques. L'idée, c'est que cette technologie soit la plus transparente possible. Donc, ça va de comment je fais en sorte que la photo de la pièce d'identité soit bien éclairée, que ça tremble pas, etc., pour pouvoir justement ne pas rejeter la pièce. Voilà, c'est aussi trivial que ça, mais enfin, en tout cas, on a donc toute une série, finalement, on travaille à la fois unitairement sur chacune des étapes du parcours et sur l'enchaînement des étapes, sachant qu'aussi pour des raisons réglementaires, on doit poser de plus en plus de questions à nos prospects. Est-ce qu'ils sont américains? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, c'est comment on est obligé de passer comme dans un slalom entre toutes les portes et qui sont de plus en plus nombreuses pour être en conformité, tout en ayant une expérience client qui soit, je dirais, digeste et sympathique. Voilà, donc c'est les challenges qu'on doit relever finalement au quotidien. Très intéressant, la biométrie, et je retiens également la technologie, oui, mais qu'elle soit invisible pour le client et qu'elle lui facilite la vie. Rodolphe, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la smart data? Juste un petit mot, un assureur, tu l'as peut-être pas dit, mais de mémoire, c'est un point de contact, tu l'as un petit peu dit, mais c'est un point de contact tous les 7 ans, et en général dans des situations un peu douloureuses de sinistre. Alors on essaie de faire mieux que tous les 7 ans quand même. Mais prenez votre exemple personnel, comparez combien de fois vous utilisez votre appli bancaire d'argent au quotidien et combien de fois utilisez-vous votre appli ou consultez-vous votre espace client de votre assureur. Voilà. C'est assez rare, effectivement. C'est assez rare. Effectivement, quand ça arrive, très généralement, c'est pour un moment grave, un moment de sinistre, et qui là, en plus, est le moment de vérité de la relation client. Donc, vous comprendrez qu'on cherche, nous assureurs, à rentrer beaucoup plus dans le quotidien de nos clients, apporter beaucoup plus de praticité et de sérénité dans le quotidien de nos clients, et visons à aller interagir dans le quotidien. Là, on prend l'exemple de l'habitat connecté qui, pour nous, est un vrai point. Parce qu'aujourd'hui, les Français y sont très, très sensibles. Alors, je reprends une casquette d'assureur un peu triste pendant 2 secondes, mais faut savoir que c'est 20% des Français ont été victimes d'un cambriolage. C'est 250 000 incendies par an. Et donc, la maison connectée est le premier levier de souhait de maison connectée pour les Français, c'est la sécurité. Et on constate aujourd'hui qu'on a un marché en hyper équipement, notamment en domotique, mais surtout en domotique de sécurité, que ce soit les détecteurs incendie, les détecteurs de monoxyde, les détecteurs de fuite d'eau, les détecteurs d'intrusion, etc. Et donc on a une panoplie de devices et de techno qui se développent, pléthore de Français qui commencent à acquérir des biens, et ces solutions-là fonctionnent essentiellement en silo aujourd'hui. D'un autre côté, nous, assureurs, on cherche quoi? On cherche, outre plus d'interaction avec nos clients, on cherche effectivement à réduire la sinistralité. Donc, engager nos clients dans de la prévention,
engager nos clients pour réduire les risques de sinistralité. Donc au final, à la convergence de ces constats et de nos enjeux, ce qu'on a développé, une plateforme, parce que quand on parle d'innovation, le platforming est un enjeu majeur, et notamment avec les API. C'est une révolution incroyable. Donc effectivement, c'est une techno qui est invisible pour les clients, mais c'est quelque chose qui, pour nous qui ne sommes pas producteurs de devices ou producteurs de détecteurs de fuite ou de fumée, en revanche, notre enjeu à nous, c'est d'apporter beaucoup plus de praticité à nos clients et beaucoup plus de sérénité. Donc on leur offre au final une plateforme à travers laquelle ils peuvent interconnecter leurs devices et n'avoir au final qu'une solution entre les mains pour les commander, pour les alerter. Et on a chaîné ça avec notre assistance et nos produits. On peut peut-être regarder la vidéo et puis on enchaînera. Because unexpected incidents are always part of our lives. Because home safety shouldn't ever be frustrating or complicated, meet Allianz Safe Home. Allianz Safe Home, developed by Allianz France and Allianz Worldwide Partners, is an innovative and unique assistance service that protects your home against fire with the help of connected devices of your choice. A complete connected service that you can control from your home or at a distance from your smartphone and alert you when something's wrong. In case you're not reachable, Allianz Safe Home takes the lead and provides you with the help you need. A connected home to help you disconnect. To be continued. Voilà. Donc, juste pour faire simple, on crée une plateforme d'interopérabilité de l'ensemble des devices. Derrière, ça va générer de l'alerting. Cet alerting, on le contrôle. Donc, vérification de la part du client sur une app dédiée et également un conseiller en ligne, un assisteur qui vient rappeler le client pour savoir s'il y a bien un souci, qui peut contrôler lui aussi les images si on est sur de la vidéosurveillance par exemple, et déclencher le cas échéant les interventions. Si le client ne répond pas, on déclenche les interventions et donc derrière on rentre dans une logique d'assistance, donc on va délivrer le relogement, des choses comme ça. Vous pouvez imaginer tous les dispositifs d'assistance en fonction des devices. Et également, bien évidemment, un impact sur la prime d'assurance qu'on va réduire, étant donné qu'on va, avec le client, améliorer son effort de sinistralité. Voilà. Et donc ça, c'est une plateforme qui débute. Et donc, vous imaginez que tous les devices de la Terre ne sont pas encore interfaçables. Donc, c'est une démarche qui se fait petit à petit. Très bien, mais merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Donc, je vais faire un petit break pour celles que j'ai reçues. On a quelques autres questions, mais on va vous donner la parole également. Je vais prendre une question qui n'est pas forcément ciblée, donc celui qui se sent à l'aise prend le micro. On parle beaucoup d'innovation. Quels sont les freins rencontrés en interne à tous les niveaux de la société, du réseau ou d'un groupe? Qui c'est qui se lance? Les freins? Il y en a. Alors je veux bien répondre de mon côté. Justement, moi je trouve que l'innovation, elle va permettre à plusieurs expertises de l'entreprise de travailler ensemble. Et c'est plutôt ce que nous, on a vérifié sur des projets type chatbot, où on a eu besoin de travailler avec l'IT, avec les opérationnels. Ça ne peut pas être que des projets marketing, en fait, ça doit embarquer un peu tout le monde. Et si on met les gens dans l'entreprise bien en amont de la démarche, je trouve que c'est assez facile d'embarquer les gens. Et donc, moi, je n'ai pas vraiment rencontré de freins sur des projets comme ceux-là. Donc voilà, après, je ne sais pas. Je vais rajouter un point. Si on considère l'innovation sur le volet marketing, il y a quand même un frein que je rencontre assez régulièrement, c'est la justification de l'investissement initial. Parce que derrière, ce qu'on cherche, c'est forcément un ROI. Et que la grande difficulté sur une innovation, c'est que si une innovation prend, ça devient un standard. Et quand c'est un standard, faut expliquer à nos financiers qu'on a besoin de financement, mais pour un standard. Typiquement, je prends l'exemple de la personnalisation. La personnalisation, aujourd'hui, c'est plus l'innovation, c'est un standard. Le responsive design en mobile, ce n'est plus d'innovation, c'est un standard. Mais
on doit justifier d'un certain ROI. Et en fait, l'enjeu pour nous, marketeurs, je pense aujourd'hui, ces innovations, c'est de faire intégrer des nouveaux codes et notamment des codes de RONI, de retour sur non-investissement. En gros, qu'est-ce que cela va nous coûter si nous n'investissons pas? Et je pense que c'est là, aujourd'hui, où on a un vrai tournant à opérer, notamment pour changer les codes et les codes de certaines structures un peu historiques comme les assureurs. Merci. Alors les questions arrivent. N'hésitez pas, effectivement. Donc on aura une question quand même qui donne leur conviction sur quelles sont les innovations à inclure de toute urgence dans les dispositifs marketing. Karine, il y a une question pour vous, très rapide. C'est pour mieux comprendre. Alors le chatbot, donc à ton service, vous permet-il d'enrichir votre data par rapport à l'âge, la taille de l'enfant pour l'accès à certaines attractions, leur goût, la restauration, le choix de l'extraction? Oui, c'est le cas. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, on ne garde pas ces informations. C'est vraiment de l'optimisation en temps réel. On ne cherche pas, on n'est pas là pour garder l'information via le chatbot. Mais oui, il est là pour donner l'information de ce que peuvent faire les gens en fonction de leur profil quand ils répondent aux questions parcours d'Aton Servix. Oui, effectivement. Très bien. Merci. Il y en a deux autres, je les garde sous le coude. Donc, pour vous quatre, en fait, c'est la même question. C'est le thème de la table ronde. Merci encore, parce que je crois que c'était très éclairant. On avait plusieurs technologies. Mais d'après vous, quelles sont les innovations à inclure de toute urgence là, pour la salle qui attend que ça? Ils n'ont pas forcément beaucoup de budget, mais qu'est-ce qu'il faut faire absolument en 2019? Florence, allez, go. Alors, moi, je pense qu'il faut partir des besoins clients. Et pour ce qui me concerne, je pense que tout ce qui peut contribuer à rendre du temps, à faciliter la vie des clients, c'est une innovation. Enfin, ça fait partie des innovations qu'il faut inclure. Une innovation, ça doit apporter de la valeur aux clients. C'est pas juste tester ci ou ça, tester un chatbot parce que c'est la mode ou être sur Google Home parce que c'est la mode. Je pense qu'il faut vraiment chercher des cas d'usage et chercher les besoins clients. Et donc, nous, dans toutes nos innovations, le client est au centre, à toutes les étapes, hein, d'ailleurs. On aborde, enfin, c'est clé dans l'agilité. Hein. L'agilité, c'est le time to market, mais c'est aussi partir des besoins clients. C'est ce qui permet aussi de justifier des besoins d'investissement. Et donc, rendre du temps, ça veut dire personnaliser, je suis d'accord, ça fait partie vraiment des standards maintenant, mais en même temps, c'est très large. Donc, c'est personnaliser le parcours. C'est même au début, dans les premières interactions qu'on a avec les clients, c'est personnaliser les communications. On n'a pas le temps, on n'a pas envie de recevoir des communications qui ne sont pas personnalisées. Donc, nous, on investit beaucoup. On a des data clients, on investit beaucoup pour personnaliser les communications. On sait qu'il y a aussi derrière un vrai enjeu business. Hein. Un email personnalisé, c'est 30% de conversion en plus qu'un email lambda. Donc, je dirais qu'en marketing, en communication, on investit beaucoup sur la personnalisation, sur l'ensemble des points de contact et puis sur l'ensemble du parcours client également. Et pour ça, c'est savoir utiliser la data, la mettre au service justement également des conseillers, de l'humain qui va pouvoir également rendre un service personnalisé à son tour. Donc pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de la data, de l'IA bien sûr, qui va nous aider et qui va pouvoir être récupéré aussi par nos personnels, les personnes qui sont en direct avec les clients. On est une entreprise de service. C'est bien ça, le moment de vérité. C'est un terme que j'ai entendu aussi, mais le moment de vérité de l'expérience client, c'est tout ce qui va tourner toucher à la relation attentionnée. Et puis, effectivement, j'ai cité aussi le vocal. Là aussi, je pense que le conversationnel et la voix, ça va vraiment être... c'est encore minime aujourd'hui, mais ça va vraiment être un disrupteur dans le parcours client et notamment dans le voyage. Aujourd'hui, nous, on est compagnie de lancement avec Amazon. Air France est compagnie de lancement d'Alexa.
On est bientôt sur Google Home parce qu'on a choisi un cas un petit peu plus sophistiqué et personnalisé, justement. Donc là aussi, c'est intéressant. Après, ça pose beaucoup de questions aussi sur voilà, si on est dans un monde vocal, sans voix, enfin, comment est-ce qu'on émerge en tant que marque, comment est-ce qu'on transmet nos valeurs de marque. Moi, ça me pose encore beaucoup de questions. Mais c'est sûr que ça va être, impactant pour la relation client de demain. Merci. Comme ça répond à une question qui était « Investissez-vous sur les assistants vocaux ?» Elle est répondue, au moins pour Air France. Bertrand, quelque chose sur les priorités 2019. Je commence à avoir quelques cheveux blancs et je dirais, l'expérience en tout cas de ces dernières années, c'est quand même dire, la question c'était que faut-il faire de toute urgence. C'est le point, c'est à mon avis, on est quand même dans des marathons, c'est-à-dire que les technologies et les innovations, c'est quand même des cycles de maturation assez lents. C'est des briques qui viennent se poser dans des chaînes extrêmement longues, ou des maillons qui sont dans des chaînes extrêmement longues, et que la qualité de l'expérience client, rehausser, atteindre un niveau de performance supérieur, que ce soit dans la relation client, par exemple dans la personnalisation ou autre, c'est des chaînes. Et il faut travailler sur l'ensemble des composantes pour pouvoir vraiment rehausser l'expérience. Donc c'est, je dirais, la mauvaise nouvelle, si jamais il y avait des attentes fortes dans ce domaine, c'est que, vu de ma fenêtre, en tout cas, il n'y a pas de killer technology où on va se dire en 6 mois, je peux fondamentalement transformer. Si je prends juste le sujet de la data, nous on est une banque, donc on a des assets en termes de data qui sont phénoménaux. Et je dirais pour vraiment l'utiliser, il y a quelques temps, on me disait, tu as combien d'ingénieurs qui passent leur journée à inventer des nouveaux modèles, etc. Je disais, ok, c'est bien, mais en fait, à la base, déjà, il faut qu'ils aient la donnée qui arrive, la bonne donnée dans le bon timing. Et déjà, c'est quand même énormément de travail. Et puis, je peux avoir tous les magiciens que je veux qui font des maths. À la fin, il faut quand même que ça redescende dans des systèmes de distribution. Il faut qu'il y ait une action qui soit prise dans le monde réel. Et donc, pour qu'on ait la chance d'avoir le début d'un impact auprès d'un client, il faut que les 3 maillons de la chaîne soient, je dirais, soient bien alignés. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Voilà, donc c'est juste pour dire, quels que soient les sujets qu'on touche, ici, on a parlé de chatbot, on a parlé de biométrie, on a parlé même de maisons connectées, sur toutes ces dimensions-là. À la fois, l'urgence, il faut, je pense, s'y lancer. On ne peut pas rester en dehors. Mais c'est des sujets quand même de courbe d'expérience sur lesquels on monte, je dirais, à la sueur de notre front. Tout à fait. Effectivement, il y a 2 insights importants qui ont été dits là, tout à fait dernièrement, que je souhaiterais souligner. C'est, effectivement, il ne faut pas faire du chatbot pour du chatbot parce que ce n'est pas de la techno. Il faut vraiment que ça serve quelque chose, voire que ce soit transparent pour le client. Ça sera d'autant mieux. Et Bertrand a dit quelque chose, je pense, d'important, c'est-à-dire c'est le cycle de maturité. On entend souvent le buzzword qui arrive avec des fournisseurs, des éditeurs. Il y a un peu la hype, la courbe de Gartner que j'aime bien, où il y a l'effet waouh, mais le temps qu'après, il y a une petite désillusion et on part sur la maturité. Et c'est, j'espère qu'on espère, en tout cas côté marketing, c'est pas un marathon, mais ça prend du temps entre le buzzword et puis la maturité de la techno. D'autres questions? On parle beaucoup d'innovation dans la relation client, mais en amont du Customer Journey, comment l'innovation intervient-elle dans l'acquisition de nouveaux clients? Peut-être Rodolphe? J'aurais une autre question peut-être pour Karine, pour compléter. L'innovation dans l'acquisition. L'innovation dans l'acquisition, elle est quand même essentiellement basée aujourd'hui sur la data. Parce qu'avant de pouvoir acquérir un client, déjà on ne le connaît pas. Et souvent, on connaît juste un cookie. Donc tout l'enjeu, c'est quand même de réussir à flécher l'ensemble du parcours web pour l'amener jusqu'à, chez nous, Allianz, dans la marque. Et derrière, de rentrer dans une approche d'expérience assez forte pour le pousser en point de vente. Donc l'enjeu là, et encore une fois, on revient sur ce que j'évoquais précédemment, on a un enjeu majeur de platforming parce qu'on n'est pas des développeurs forcément de solutions, on n'est pas une SS2I, on n'est pas une start-up. En revanche, pour nous, l'intérêt, il est plus, et notamment en acquisition, d'aller s'interfacer avec des écosystèmes de start-up, raison pour laquelle Allianz a un incubateur, Allianz Riviera à Nice, pour notamment bénéficier de toutes ces technos, pour, in fine, optimiser tous nos leviers d'acquisition, tant via du platforming et de s'interconnecter avec des solutions tiers ou en marque blanche pour aller capter de la donnée et capter du parcours, et également via de l'IA pour optimiser tous nos enjeux d'acquisition et d'investissement média.
Merci. Beaucoup de questions. Merci au public. Peut-être pour Karine, tout à l'heure, on a parlé des freins internes. Alors là, c'est des freins externes. Les freins pour le consommateur concernant ces innovations technologiques sont la sécurité et la fiabilité des informations, en général. Comment vous rassurez les consommateurs sur ces aspects? Tout le monde pourrait répondre, mais peut-être pour démarrer par Karine. Sinon, on passe la parole dans le RGPD. Des gens qui sont régulés plus fortement peut-être que par Casterix. Oui, parce que nous, ces enjeux-là... Alors, si on travaille sur un projet où, effectivement, il y a des questions là-dessus, mais on parlait de projets majeurs d'innovation. Nous, on est en train de tester, de développer un projet cashless, par exemple. Et effectivement, on a interrogé nos visiteurs. On a une plateforme collaborative d'études où, en fait, on pose souvent des questions sur ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils souhaiteraient justement qu'on développe, etc. Donc, on regarde ça avec eux sur des sujets d'innovation. Et typiquement, sur des projets cashless, là, il y a de l'inquiétude sur l'utilisation de la data, notamment bancaire. Parce que ça implique de rattacher effectivement son compte via l'appli du parc Astérix pour pouvoir charger son bracelet cashless typiquement. Donc oui, là on a un gros travail et on va travailler dessus de réassurance sur le fait que non, nous n'allons pas réutiliser ces données, que les choses sont fiables, etc. Mais après, je dirais que dans le cadre d'une application mobile, du site web, d'un chatbot, etc., on demande le consentement pour l'utilisation. Donc après, s'ils ne veulent pas le donner, ils ne nous le donnent pas et évidemment, on respecte ça, c'est normal. Et RGPD va bientôt fêter sa première année en mai prochain. Bertrand, peut-être? Oui, peut-être pour dire, parce que pour une banque, en fait, nous avons beaucoup de données sur nos clients. On est perçu comme un tiers de confiance, donc comme quelqu'un qui est capable de protéger les données. Donc ça, c'est un aspect de notre rôle. Et en même temps, on a naturellement des clients qui attendent aussi, on a parlé de personnalisation, c'est un impératif qui s'impose à nous comme un ensemble des sociétés de services. Et finalement, il peut y avoir une tension entre, je dirais, le fait d'être une sorte de coffre-fort de données, l'institution dans laquelle on a confiance pour finalement qui peut savoir à peu près tout de la vie d'un client. Et donc, il peut y avoir pour certains clients la frustration si jamais on ne fait pas usage de ces données et qu'on personnalise insuffisamment la relation client. Alors que pour d'autres, il pourrait y avoir le sentiment qu'il doit y avoir une muraille de Chine et ne pas utiliser. Donc c'est assez ambivalent et la réponse à apporter à cette question, elle est finalement assez intime et assez individuelle. Et nous, on s'adresse à des millions de clients. Donc au-delà même, et naturellement, des sujets réglementaires, et le RGPD est pour nous quelque chose de majeur, on a, je dirais, de manière un peu philosophique, quasiment, ce sujet-là à traiter. Et je pense que la façon dont nous, on souhaite le traiter, c'est d'être le plus transparent possible et laisser le choix finalement aux clients dans l'utilisation qu'on peut ou pas faire de ces données pour nos propres fins marketing. Très bien. Il y avait une question sur RGPD, mais on va considérer que c'est un peu répondu. J'espère que ce n'est pas frustrant, mais il y a beaucoup de questions. Peut-on considérer qu'un nouveau type de marketing émerge avec l'explosion des data et que des entités marketing de l'innovation vont naître dans les grands groupes ? Très ouverte sur l'organisation. Je répète. Alors, elle est là-bas. Peut-on considérer qu'un nouveau type de marketing émerge avec l'explosion des data? On peut s'arrêter là. Je crois que Rodolphe y a répondu. En e-acquisition, en marketing digital aujourd'hui, évidemment, la data est incontournable. Enfin, je pense qu'on enfonce une porte ouverte, là, c'est clair. Après, comment l'utiliser en termes de profil, est-ce que ça va changer le recrutement dans les profils dans le marketing? Moi, je pense qu'il y a la data et il y a la créativité aussi. Donc, il faut avoir les deux profils. On sait que l'attention, en fonction des études, l'attention des consommateurs est de moins de 8 secondes ou moins de 5 secondes. Bref, on sait qu'il faut être percutant, en tout cas. Être percutant, ça veut dire avoir un message personnalisé, bien ciblé, évidemment. Et donc, c'est un vrai challenge, quand on ne connaît pas nos prospects, que de personnaliser les messages sur le bon canal au bon moment. Et puis, il faut aussi avoir un contenu un contenu qui interpelle. Et donc, pour moi, c'est justement, c'est ce qui est super intéressant, je trouve, dans le marketing digital, c'est ces deux côtés, cerveau droit, cerveau gauche, avec de la créativité et de la data également. Donc, c'est ça la clé, je pense.
Oui, je rajouterais juste un point, si tu peux me permettre. Je pense que si on crée une structure dans une direction marketing, dans nos grosses organisations dédiées à l'innovation, c'est qu'on s'est trompé. Pour avoir vécu une grosse transformation digitale, hein, c'est comme en physique un effet plastique. Hein, ça passe pas, mais une fois que c'est passé, c'est passé. On ne revient pas dessus. Ça veut dire que chacun doit l'avoir intégré en soi. Ça doit rentrer dans l'ADN et l'innovation doit rentrer dans l'ADN de chacun. Pas forcément que des fonctions marketing, mais vraiment de toutes les fonctions de l'organisation. Donc c'est un mindset. C'est un gros mindset de base. Et si on fait le lien avec la data, il y a un enjeu majeur à ne pas rater. C'est de bien comprendre qu'on n'est pas là pour faire de la prouesse technologique, on est là pour rendre un service à la base. Et qu'il faut impérativement, bien qu'on soit dans des fonctionnements agiles, rester à sa place dans la chaîne de valeur. Trop de projets se sont plantés quand un marketeur voulait maîtriser toute la chaîne de valeur et notamment toute la data et la data, comme on a vu trop de projets se planter parce que les data scientists ou les data guys voulaient maîtriser toute la chaîne de valeur jusqu'à la mise en marché dans les réseaux de distribution ou directement vers les clients. L'enjeu est là, c'est-à-dire que ça doit être infusé sur tout le monde, impérativement tout le monde, ne pas être siloté. Si l'innovation est silotée, elle sera considérée comme un îlot que personne n'osera aller toucher, mais elle doit être incarnée par tout le monde dans l'organisation. Un grand merci, on va finir là-dessus. On a dépassé un petit peu notre temps. Merci encore, j'espère que ça a plu à tout le monde et je propose d'applaudir bien fort. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et merci à tous nos speakers. Merci Olivier. Et comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, il faut regarder le consommateur et même les tout jeunes consommateurs. Savez-vous, dans la Silicon Valley, le 3e mot qu'apprennent les enfants après papa ou maman, c'est Alexa. Donc, on sait où se passe l'avenir. Merci. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h15 avec les participants à la table ronde qui traitera du e-commerce et les nouveautés dans l'e-commerce, notamment l'entreprise la plus digitale, Total, Warner Music qui vient pour la première fois parler et quelqu'un qui s'appelle Daniel Beau qui nous parlera du contenu, l'importance du e-commerce et notamment du contenu créé sur le e-commerce. Merci encore et à tout à l'heure.